Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Jérôme Fourquet. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes sondeur, politologue, l'auteur de plusieurs livres à succès, dont le dernier en date qui s'intitule La France d'après. Justement, Jérôme Fourquet, dans cette France d'après, le conflit israélo-palestinien, tout ce qui est en train de se passer en Israël, a un impact très fort. Il est même vécu comme étant un conflit interne en France. Comment est-on en arrivé là? Est-ce qu'on peut identifier un point de bascule? Alors oui, si on se reporte un peu en histoire, la bascule en fait a lieu en début des années 2000, au moment du déclenchement de la seconde intifada dans les territoires occupés, qui se traduit ici en France par l'émergence de ce qu'on a appelé un nouvel antisémitisme, ou l'antisémitisme des banlieues ou des quartiers, avec des actes d'incivilité, voire des agressions envers la communauté juive commises dans les quartiers de banlieue, donc en région parisienne notamment, et à Lyon, on a jusqu'à l'incendie de quelques synagogues, et derrière, le départ silencieux de toute une partie de la population juive de ces quartiers, soit justement vers Israël, d'où le nombre important de victimes franco-israéliennes que nous avons dénombrées après le 7 octobre, soit dans d'autres quartiers ou d'autres villes de France réputées plus sécures et plus protégées. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de l'importation du conflit israélo-palestinien, même si tout l'antisémitisme qu'on observe aujourd'hui ne provient pas uniquement de ces quartiers. On a vu des militants d'extrême droite se faire interpeller ces derniers jours en taguant des croix gammées. Ce nouvel antisémitisme est une réalité. Il y a le fameux livre de M. Bensoussan, Les territoires perdus de la République, qui sort dans ces années-là. Et à chaque opération militaire israélienne, qu'il s'agisse de plomb durci, bordures protectrices, on va constater une montée des actes antisémites en France. Et donc ça fait maintenant plus de 20 ans que nous vivons avec cela. Les responsables politiques l'ont intégré. Chacun appelle au calme, chacun appelle à ne pas importer le conflit, mais chacun se comporte en tenant compte de cette réalité nouvelle. Avec, Jérôme Fourquet, une importation de ce qui se passe en Israël en France qui a pris une autre tournure, désormais une tournure religieuse depuis quelques années. Il y a encore quelques temps, ce n'est plus le cas. La gauche qui soutenait les Palestiniens parlait des damnés de la terre. Et il n'y avait pas de composante religieuse, contrairement à aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas et comment ça a pu basculer aussi? Alors là aussi, les choses, la tectonique des plaques a évolué. Le soutien de la gauche à la cause palestinienne depuis les années 60 et 70, en gros, le tournant, c'est la guerre des 6 jours et les territoires occupés. Et à l'époque, la gauche soutient par anti-impérialisme la cause américain et sioniste. Oui. C'est aussi des organisations, le Fatah, le FPLP, qui sont d'obédience marxiste. Donc et tout ça est laïque. Et puis, au fur et à mesure de la confessionnalisation du combat palestinien sur le terrain et de la réislamisation de la population issue de l'immigration en France, les choses vont se colorer différemment. Et donc on a eu cette fameuse manifestation Place de la République en soutien à la cause palestinienne, où on a entonné le Allah Akbar, qui a été soutenu par des militants de la France insoumise qui apparaissaient historiquement comme les plus fervents défenseurs de la laïcité. Donc on voit comment les choses se recomposent sous nos yeux de manière assez stupéfiante. Vous êtes, Jérôme Fourquet, le théoricien de la France archipélisée. Quelle France peut ressortir, nous sommes encore en plein dans cette période, mais quelle France peut ressortir d'une telle période avec ce conflit qui rend la situation inflammable? Jean-Luc Mélenchon espère in fine la créolisation. Éric Zemmour parie sur 2 peuples. Alors quel visage peut avoir la France d'après? Alors, cette France est effectivement travaillée par ces tensions internes, avec, ne l'oublions jamais quand même, sur cette question du conflit israélo-palestinien et de ses éventuels débouchés ici en France, ou conséquences en France, le fait qu'il n'y ait pas 2 France face à face, mais au moins 3, avec une grande majorité silencieuse, qui en fait ne se positionne ni pour l'un ni pour l'autre. Ce qu'on voit dans nos enquêtes, historiquement, les Français considèrent que on est sur un conflit qui est très dur, qui est très profond, et que la seule solution, c'est 2 États. Bien évidemment, il y a eu un choc immense
en faveur de la cause israélienne au moment du 7 octobre, mais depuis que les images des dégâts à Gaza se multiplient, les choses quelque part se rééquilibrent dans l'opinion, et toute une partie de la population française se tient à distance de ce conflit. C'est ce que sans doute a ressenti Emmanuel Macron quand il s'est déplacé en Dordogne quelques jours avant la grande manifestation, où, à sa surprise et à celle de ses conseillers, on ne lui a parlé que de pouvoir d'achat, de déserts médicaux et de dégradation de la situation dans les écoles. Et ils ont constaté que personne n'avait apostrophé le président sur le conflit israélo-palestinien, ce qui a peut-être joué dans sa décision de ne pas se rendre à cette grande manifestation. Donc n'oublions pas cette majorité silencieuse qui se tient à distance. On en parle peu d'ailleurs, hein, oui, cette majorité sur le... Voilà, sur ce et qui c'est pas elle qui va être sur les plateaux. Et de manière assez classique, on voit sur les réseaux sociaux les militants des deux causes s'invectiver, voire davantage sur les réseaux sociaux, mais n'oublions pas toute cette population. Après le drame de Crépol, Jérôme Fourquet, on a assisté de nouveau hier à un rassemblement de membres, de militants de l'ultra-droite dans les rues de Rennes. Je voudrais qu'on écoute ce qui était entonné et crié dans ces rues. On va l'écouter. Et la veille, environ 80 militants ont défilé cagoule sur la tête dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, ville où les assaillants présumés de la salle des fêtes de Crépol résident. On a entendu des slogans. À quoi est-on en train d'assister et qu'est-ce qui s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, manifestement c'est une mobilisation de gens, de militants de l'ultra-droite qui ont voulu marquer le coup et quelque part symboliquement réaffirmer la présence, à leurs yeux, française dans ce quartier. Donc c'est très préoccupant, bien évidemment, parce que certains étaient munis de battes de baseball ou de barres de fer. Ils venaient manifestement pour en découdre. Alors ça nous dit plusieurs choses. D'abord, c'est la radicalisation des tensions suite à l'émotion suscitée par ce drame. Ça nous dit également le fait que, eh bien, dans une société française où très majoritairement, les Français ont quitté cette logique de l'honneur, cette logique clanique. On s'en remet encore à l'État comme monopole de la violence physique légitime. C'est ce que le grand-père de Thomas a dit en disant « j'espère que ces individus seront châtiés et durement châtiés ». Mais une partie de la population considère, à tort ou à raison, que la main de l'État n'est pas assez ferme ni pour les protéger ni pour châtier et qu'il faut donc se faire justice soi-même. Et donc, on voit bien derrière qu'il y a un agenda idéologique, bien évidemment, pour ces militants d'ultra-droite. Dernière remarque quand même, même si cette expédition punitive ou cette démonstration de force est bien évidemment tout à fait condamnable, elle s'est soldée quand même par la défaite physique de ces militants de l'ultra-droite, puisque quand la confrontation a eu lieu avec des habitants de ce quartier, elle a tourné à l'avantage des habitants de ce quartier. Donc c'est pas du tout pour excuser le moins qu'il en soit ces militants d'ultra-droite, mais regardez aussi ce qui s'est réellement passé avec des gens qui venaient de toute la France. La manifestation a eu lieu à Rennes, la dernière que vous évoquez. Le militant qui s'est fait prendre à partie et qui était blessé était originaire de Mayenne. Et donc c'est pas du tout une réaction spontanée de la part des habitants, par exemple, du village de Crépol ou des autres petits villages autour de Romans qui auraient fait une descente sur ce quartier. Ce sont des militants d'ultra-droite qui viennent de toute la France pour essayer d'en découdre et qui, pour le coup, sont repartis un petit peu la queue entre les jambes. Et sur le plan politique, Jérôme Fourquet, chacun se renvoie la responsabilité d'une telle situation. La gauche et l'extrême gauche dénoncent une récupération politique du drame. L'exécutif pointe aussi la récupération. Le procureur appelle à la prudence. Comment, quelques jours après ce drame, cette émotion qui est toujours vive, vous considérez, vous, avec le regard du politologue, du sondeur, de l'homme expérimenté, vraiment qui connaît cette France en profondeur, comment voyez-vous ce qui s'est passé? Est-ce que véritablement c'est un fait de société et on en est sûr, si je puis dire, même si l'enquête se poursuit? Alors, c'est un fait divers, mais qui prend une dimension de fait de société parce qu'on est dans une réitération, en fait.
Le fait divers devient fait de société quand c'est plusieurs fois consécutif que ce type d'agression se produit. Si on fait la liste des attaques au couteau depuis le début de l'année, la liste est hélas très longue, souvent mettant aux prises des très jeunes individus, à la fois victimes et auteurs. Ces tensions entre une France de la ruralité et une France des quartiers n'est pas nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé, c'était il y a 10 jours, samedi, la semaine précédente, mais samedi soir dernier, à Dijon, un père de famille a trouvé la mort dans son sommeil, victime collatérale d'un règlement de compte entre dealers. Vous savez, il y a une belle chanson de Francis Cabrel qui s'appelle « Un samedi soir sur la terre ». Si on parodiait, on pourrait dire « Un samedi soir en province ». C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la litanie à laquelle la société française est confrontée, et il s'agit non pas d'un tournant, mais d'une étape supplémentaire dans ces espèces de bruit de fond de l'insécurité et des tensions. On voit que l'opinion publique se sent désemparée face à un État qui a perdu le contrôle de la situation dans ces quartiers et ces territoires. Et à Dijon, comme vous l'évoquez, Jérôme Fourquet, il y a une valeur traumatique d'autant plus importante que, vous l'avez rappelé, la personne était chez elle, c'est-à-dire c'est le dernier endroit encore protégé, en train de dormir. En train de dormir. Voilà, donc là, on touche au sein des seins. Voilà, et donc on est au premier étage, et donc il y a une balle perdue, parce qu'il y a quand même eu 60 coups de feu qui ont été tirés, mais il y a quelques semaines, c'était une jeune étudiante dans un quartier de Marseille, Soukina, qui a pris une balle là aussi. On a eu le quartier Pisevin à Nîmes, et donc Crépol n'est qu'une étape supplémentaire. D'ailleurs, pour s'en persuader, il suffit de suivre le déplacement de la fameuse CRS 8, qui est spécialisée dans le maintien de l'ordre et qui est envoyée en pompiers quasiment quotidiennement partout en France. Mais elle est envoyée en pompier, comme vous dites. Est-ce qu'elle ne symbolise pas, quand elle est envoyée, justement cette main de l'État qui tremble, l'autorité absente, ou en tous les cas en voie de disparition? Alors, qui essaie de reprendre la main et d'apaiser les tensions, mais j'allais dire, le mal est fait, et en général, on arrive une fois la commission des faits. Alors, qui dit France d'après, Jérôme Fourquet, dit aussi France d'avant. À la lumière de tout ce qu'on vient d'évoquer, beaucoup aussi ont évoqué, à la lumière du drame de Crépol, la nostalgie. La nostalgie d'une France rurale, des provinces, ou d'une France où on peut être chez soi sans recevoir une balle. Est-ce que les Français, globalement, justement, sont habités par cette nostalgie, et est-ce qu'ils la voient se déliter aujourd'hui? Alors oui, en partie. Rappelons aussi un élément très important démographiquement pour comprendre cette propension à la nostalgie, qu'on a un pays vieillissant, et donc le souvenir d'une France des années 60-70, c'est aussi le souvenir de la France dans laquelle beaucoup d'entre nous étaient jeunes. Donc il y a ce phénomène-là, et cette France de Crépol, cette France des balles, cette France du rugby, c'est la France qu'a décrite Jean Dujardin dans son spectacle inaugural de la Coupe du Monde, qui a été moqué, ringardisé par une partie de la population. Et en fait, pourquoi aussi ce fait divers devient fait de société? Parce que c'est une espèce d'allégorie du choc entre deux France. C'est la France des cités, incarnée par la Monnaie, à Romans, et puis la France de Jean Mich, celle décrite, mise en scène par Dujardin, avec des gens comme l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Saint-André, qui dit « Je suis allé moi-même à ce bal. C'est la première fois qu'on sort avec les copains, qu'on va peut-être flirter, on va aller boire un coup, etc. etc. Et ce jeune n'est pas rentré. » Et donc c'est tout ça, en fait, qui s'est entrechoqué dans cette dramatique affaire. Si je vous écoute, un président de peuple, est-ce que ça rejoint ce que décrit Éric Zemmour? Alors attention, parce qu'encore une fois, dans ce quartier de la Monnaie, on le voit, depuis des années, il y a une criminalité endémique liée à l'importation l'incrustation du trafic de drogue, mais à chaque fois, ce sont quelques dizaines d'individus sur des milliers d'habitants, mais qui tiennent aujourd'hui la cité, qui prennent aussi en otage de très nombreux habitants qui travaillent, se lèvent le matin, vont prendre le bus et n'aspirent qu'à la tranquillité. On a aussi sans doute, mais on n'en parle jamais, toute une partie des enfants d'immigrés de ces quartiers qui, à bas bruit, ont fait des études et petit à petit ont quitté ce quartier et aujourd'hui sont disséminés ailleurs dans la région et n'aspirent qu'à une chose, c'est à l'invisibilité.
On va conclure, Jérôme Fourquet. On a parlé de cette France nostalgique, de cette France des balles, cette France rurale. Il y a aussi une autre France qui, elle, se vit bien, métropolisée, en grande partie macronisée. J'allais dire, quelle France a les pieds sur terre? Quelle France, ou à l'inverse, quelle France se vit comme touriste dans son propre pays? Pour reprendre une expression que vous aimez bien de l'essayiste américain Thomas Frank, quelle France comprend mieux ce qui se passe dans son propre pays? Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même les pieds sur terre. C'est notamment ceux qui vivent au quotidien dans cette France. Je parlais tout à l'heure de la pérégrination du président en Dordogne, où on l'a interpellé, et on voit, nous, dans nos enquêtes, que les sujets de préoccupation numéro 1, ce sont, comme par hasard, le pouvoir d'achat, l'école, les déserts médicaux. Donc, les gens qui vivent dans ces territoires, qui appartiennent souvent à cette classe moyenne, eh bien, ils sont les principaux, j'allais dire, experts de leur propre vie, puisque ils la vivent au quotidien. Vous parliez de cette France métropolisée, cette France élitaire. Et moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est l'attention toute particulière que toute une partie de cette élite politico-médiatique aujourd'hui accorde à l'événement des JO. Et tous les événements d'actualité sont passés au tamis de ce grand rendez-vous. Les émeutes de l'été dernier ont été vécues, notamment par exemple à la mairie de Paris ou au plus haut sommet de l'État, comme une très mauvaise nouvelle pour l'image de la France à l'étranger à 1 an des JO. Le fait que 500 quartiers de France étaient mis à feu et à sang apparaissait assez secondaire. Vous empruntez les transports en commun en Île-de-France, et donc on s'excuse pour nos amis provinciaux, on voit les dysfonctionnements assez quotidiens, et tout ce qui compte, c'est que tout ça soit réglé pour les JO. Et donc là, on a encore un bon exemple de cette espèce de déconnexion dans une société archipélisée. Merci, Jérôme Fourquet, pour votre analyse. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La France d'après. C'est un incroyable tableau politique, évidemment, de notre pays. Je vous remercie, c'était votre grande interview.